Merci à Emmanuel Hirsch d'avoir accueilli l'idée qu'a évoquée Nelly Friedman et que nous avons suivi avec Muriel Fistrève pour effectivement accompagner donc pour des praticiens que nous sommes une réflexion autour de l'assistance médicale à la procréation qui touche beaucoup la société et la société médicale, quel que soit le travail que l'on fait. Merci à Pierre Joannet de co-présider cette première séance. Donc mon rôle est en introduction de vous dire quelques mots sur l'histoire de la procréation assistée. Elle est intéressante parce qu'elle montre surtout notre grande ignorance. En fait, c'est que très tardivement que l'on a eu une approche un petit peu des mécanismes de la fécondation, de l'ovulation, qui ont été pour une grande part tout le temps d'abord une énigme et source d'un culte, bien sûr, avec tout un tas de pratiques pour les femmes infertiles, parce qu'évidemment les hommes ne pouvaient pas l'être, ce n'était que les femmes qui étaient infertiles, jusqu'au moment où on a commencé, mais vous voyez que c'est assez tardif, on a commencé donc à partir du moment où on a repris les autopsies, je dirais à avoir une approche plus anatomique et plus, on va pas dire physiologique, parce que la physiologie, je sais pas si ça marche d'ailleurs. Hein? Oui, ça marche. Bon. Vous entendez pas? Le micro, on entend, mais le micro ne fonctionne pas. Non. Alors, je ne sais pas. Emmanuel, tu sais. Non, mais ça, c'est un micro pour le son. Ah, uniquement. Donc il faut que je parle fort. Ok. Non, ça fait partie. Je suis désolé qu'il ait été interrompu par rapport à ça. Ça fait partie aussi de notre démarche pour que les gens se concentrent. Mais s'il faut un haut-parleur, c'est pas c'est toujours plus difficile. S'il y a un problème de son, on a les micros. Et là, le micro que vous avez ici, c'est un micro pour l'enregistrement, d'accord, ok, on a compris. Donc je reviens donc au fait que l'approche ovarienne nous permet donc de penser qu'à l'époque, il y a la petite Ève est déjà présente dans tous les ovaires féminins et que dans chaque ovaire de chaque femme, il y a toute la génération, comme les poupées russes qui s'emboîtent jusqu'à l'enfant qui va naître. Et puis on va découvrir les spermatozoïdes. Et comme vous pouvez voir sur cette image, on voit un petit homme qui est replié, et on va faire des descriptions assez intéressantes de l'animalcule, de l'homonculus, de l'homme qui est donc contenu dans le spermatozoïde, la femme ne pouvant être que le chaudron dans lequel l'œuf va se développer. Et puis parallèlement, vous voyez, on avance un peu, on saute de siècle en siècle quand même, on arrive à Mendel, aux premières, je dirais, approches sur les petits pois que vous connaissez bien, sur les caractères récessifs et dominants, et sur le début de la génétique. Donc tout ça est assez récent, on va dire, dans l'histoire de l'humanité, et avec beaucoup, mais ça ce serait peut-être une autre fois, on abordera tous les mythes autour de la création et de la procréation, avec une intervention divine, bien entendu. Lorsqu'on est un peu plus dans l'histoire de la médecine, on se rend compte que chez les animaux, bien sûr, il y a une approche qui est faite, en particulier à la première insémination canine. Et puis, chez l'homme, vous voyez que dans la fin du 19e, on va réaliser d'abord des inséminations avec un sperme de conjoint, et puis ensuite avec un sperme de donneur. Ce qui est évidemment, ce qu'il faut noter, c'est que si ces actes ont été réalisés, en fait, leur divulgation va être beaucoup plus tardive. Il va falloir 30 ans pour que la publication du fait de l'insémination ait cours, tellement il y a une opprobre, bien sûr, dans un point d'ailleurs que sur le plan philosophique et éthique, on va retrouver en permanence, y compris aujourd'hui, qui est ce problème de la dissociation entre l'acte procréatif et la sexualité. Dès qu'on commence à intervenir pour dissocier donc la sexualité de l'acte procréatif, on se pose des interrogations et il y a des oppositions qui peuvent se faire et qu'on revoit aujourd'hui sur la contraception qui sépare effectivement les deux et la fécondation in vitro qui sépare les deux. Alors, arrivons à l'époque, on va dire, relativement récente, et vous allez voir l'accélération. Donc vous avez vu toutes ces années qui ont été, ces siècles plutôt. Qu'est-ce qui se passe en 1960 ? En 1960, la fécondation in vitro n'a pas eu lieu. Chez l'animal, elle n'a pas été réalisée. Il y a eu des tentatives quand même,
puisque un dénommé Gregory Pincus, qui est le père de la conception de la pilule, avait, en même temps qu'il avait pensé à la pilule, il avait pensé également à la possibilité de la fécondation in vitro, qui avait été évoquée à Cambridge déjà dans la fin du 19e siècle chez l'animal, mais qui n'avait pas été réalisée. Et donc il faut attendre en fait les années 65 pour que d'une part en France, Charles Thibault, qui a été le maître de tous les biologistes exerçant ou ayant exercé la fécondation in vitro en France, qui réalise donc la première fécondation in vitro chez la lapine, en même temps à peu près que Robert Edwards en 65. À l'époque, on ne dispose comme stimulant de l'ovulation que des produits animaux, et surtout à partir de la jument, pour stimuler les ovulations. L'embryologie est à peine, est vraiment balbutiante, et si on sait un peu conserver des spermatozoïdes, on commence à conserver des spermatozoïdes, et le traitement de l'infertilité va être très limité. On connaît à peine, ça va arriver la fameuse courbe de température dont on connaît les aléas, qui va déterminer le moment de l'ovulation et en même temps le moment de la contraception, soi-disant, puisque vous savez qu'il y a tellement eu d'échecs de cela, la fameuse méthode Ogino. En termes de traitement, on commence à connaître un peu plus la glaire cervicale, le rôle qu'elle peut avoir et sa nécessité, sa présence. La chirurgie de la stérilité, certes, elle se développe pour ce qui concerne les fibromes, ce qui concerne les accolements utérins, mais à l'époque, il faut aussi se rendre compte qu'il y a beaucoup de tuberculoses, des tuberculoses génitales, des infections redoutables sur lesquelles on n'a pas forcément les antibiotiques. Et cette chirurgie ne se fait pas comme aujourd'hui par voie célioscopique, par voie hystéroscopique, c'est-à-dire avec très peu d'incisions, mais c'est des larges laparotomies, avec donc des conséquences esthétiques et des interventions beaucoup plus lourdes. Ce sont donc les débuts de l'immunologie. Et enfin, on va dire qu'on a les premiers actes qui commencent à préparer le sperme pour essayer de le faire migrer sur différents milieux et pouvoir donc l'inséminer. Et puis les années 80, ça va être la découverte d'images, pour les unes réelles, pour les autres construites, mais qui vont parler véritablement de l'ovule et de l'embryon humain. Alors aujourd'hui, vous avez l'habitude de voir, y compris sur des campagnes de publicité, les embryons humains, et simplement un souvenir personnel pour vous dire qu'en 79, quand j'ai passé mon agrégation, j'ai présenté au jury les premières photos d'embryons humains, et c'était les premières photos d'embryons humains que le jury, qui était donc mes maîtres, voyait, puisque jusqu'à là, ce n'était pas visible, ce n'était pas enregistré. Il y avait eu quand même des essais qui avaient été faits par les Anglais à la fin de la guerre, des années 50, mais les premières photos, et donc ça c'est le travail que j'avais pu mener avec Jacques Testard en particulier. Alors, pourquoi est-ce que l'idée de la fécondation in vitro a germé ? Eh bien, en fait, elle a germé à cause des échecs, justement, de la chirurgie. Dans les années 70, on développe l'approche chirurgicale et à ventre ouvert, c'est vrai, mais avec quelque chose de plus, c'est la microchirurgie. Et on va essayer d'ouvrir les trompes, et des trompes qui sont infectées. Pourquoi sont-elles infectées ? Parce que les mœurs ont changé. Il y a, comme on dit, une libération des mœurs, des pratiques sexuelles beaucoup plus importantes et variées, qui aboutit incontestablement, sans protection particulière, à une diffusion des infections au niveau des trompes. Donc on arrive à des trompes qui sont obturées, qui sont altérées, et pour lesquelles donc la chirurgie va tenter de faire, alors en passant des heures et des heures pour essayer d'ouvrir avec des fils très très fins qu'on voit à peine. On travaille à la loupe pour essayer de réparer ces trompes. Cela ne marche pas. Cela ne marche pas, en tous les cas, tel qu'on le souhaite, parce qu'il faudrait remplacer toute la trompe. C'est pas parce qu'on répare l'extrémité que les choses vont s'améliorer. Parfois, oui, mais habituellement, non. Et donc, ça vient, si vous voulez, les échecs du traitement de la stérilité vont faire penser qu'il faut court-circuiter cet organe et réaliser la fécondation in vitro, ce qui est le travail, justement, que développe une grande solitude, il faut bien le dire, Bob Edwards, qui a trouvé un compagnon gynéco ouvert, en la personne de Patrick Steptoe,
Et ils vont s'amuser donc à tenter les fécondations in vitro. Quand je dis ils vont s'amuser à tenter, pourquoi? Parce qu'entre le laboratoire et la clinique, il y a des kilomètres. Et il faut donc transporter les premiers prélèvements d'ovocytes pour la fécondation à distance. Donc on est dans l'époque véritablement bohème, on va dire. Donc pourquoi la fécondation in vitro? Mais parce que oui, il y a des situations incontournables. C'est-à-dire que sans fécondation in vitro, il n'y a pas de possibilité de grossesse. Je dis en particulier la stérilité tubaire, mais aussi bien sûr la stérilité masculine extrême, c'est-à-dire lorsqu'il y a peu de spermatozoïdes, voire pas de spermatozoïdes, ou bien lorsque la femme ne fabrique plus d'ovocytes. Soit parce qu'elle a une ménopause précoce, soit parce qu'elle a une chirurgie castratrice, pour différentes raisons, endométriose, kyste, etc. Et puis progressivement, ça ce sont autour des années 80, puis progressivement, toutes les formes d'infertilité vont devenir, je dirais, à l'ordre du jour. Et particulièrement la masculine, qui au début n'était pas prise en compte. Ça va être dans les années 90, on va y revenir tout à l'heure. Donc, en fait, dans les années 80, 70-80, on commence à avoir quelques hormones, on commence à traiter par du clomide, à réguler l'ovulation, à pratiquer des inséminations parce qu'on connaît un peu mieux le sperme, et on commence à donner des conseils aussi, qu'il faut avoir des rapports sexuels complets au bon moment d'ovulation, en fonction de la glaire, le test de Wiener, tout ça est en train de se développer. Pour la FIV elle-même, donc je disais, Charles Thibault, Robert Edwards, qui va travailler, et ça, je veux dire, c'est quand même, il faut lui rendre hommage, il va travailler pendant, vous voyez, de 66 à 78. Il va commencer, c'est donc une bonne persévérance, avec une première grossesse extra-utérine en 75, à qui je dois beaucoup, personnellement, puisque c'est à la lecture de cette publication que, je veux dire, je m'active les neurones, et effectivement que je pense qu'il faut se lancer dans cette bataille malgré l'échec, puisque cette grossesse, mais ça, il y était pour rien, a eu lieu dans la trompe. Avec en 78, vous savez, la première naissance. Alors, la fécondation in vitro, on est toujours resté sur 4 étapes. La première, c'est de recueillir les ovules. La deuxième, c'est de recueillir les spermatozoïdes, ce qui est beaucoup plus facile, ça n'a pas changé, c'est toujours par masturbation. Le recueil d'ovocytes a évolué. La fécondation in vitro proprement dite et le transfert. Alors, l'échographie. Mais au tout début, on n'utilisait pas l'échographie pour repérer même l'ovulation. On repérait un peu, je dirais quand même, les ovaires, mais c'était aussi les débuts de l'échographie. Et on travaillait en cycle naturel. On pensait qu'il fallait qu'on chope l'ovocyte, c'est-à-dire l'ovocyte, c'est le grain de raisin qui est à l'intérieur du follicule, que vous voyez donc sur la droite. Et puis, assez rapidement, on va venir sur les ovaires stimulés qui, vous voyez, vous donnent donc plusieurs follicules, plusieurs ovules, parce qu'aller à la pêche d'un seul, surtout à l'époque, c'était, je veux dire, on ratait assez souvent, dans 15 à 20%, nous rations donc ce prélèvement. Alors, qu'est-ce que nous faisions? Nous faisions un calcul. On avait compris que l'ovulation se passait après la décharge de l'hormone LH hypophysaire. Et donc, on savait que 36 heures après, 40 heures, disons, il y allait avoir l'ovulation. Donc, tous les jours, on prenait 4 prélèvements sanguins chez la femme. Et donc, on prenait, je dirais, de 7 heures du matin, midi, 5 heures, 11 heures, 7 heures du matin, et on envoyait tout au laboratoire, qui était à l'époque le laboratoire de Fresnes. Il y avait un centre d'hormonologie à l'époque, et qui dosait donc tout en même temps. Et on avait les résultats en début d'après-midi. On avait les résultats en début d'après-midi, et donc on avait 5 points. Et donc on regardait, et en fonction des 5 points, on voyait quand la hormone LH avait commencé à monter. Et quand elle avait commencé à monter, on savait que 40 heures après, elle allait ovuler. Alors si elle avait commencé à monter à 7 heures le matin la veille, elle allait donc ovuler le soir. Donc il était 4 heures de l'après-midi, et il fallait qu'on décide d'y aller. Donc souvent c'était 11 heures, minuit, 1 heure du matin qu'il fallait faire cette intervention, qui à l'époque se faisait par célioscopie, sous anesthésie générale, et tout ça sans succès. Donc inutile de vous dire qu'il a fallu un peu mobiliser tout le monde, un peu d'énergie pour que cela se fasse. Donc ça, c'était les premières tentatives qui ont abouti effectivement à la première naissance, donc à Mondine, en 82. Et puis on a commencé à utiliser plusieurs stimulations ovariennes
en particulier le citrate de clomifène, qui était facile parce que c'était des comprimés à prendre pour les femmes. Et puis on a proposé surtout donc de déclencher l'ovulation avec de l'HCG. Donc on pouvait non plus qu'à courir après et avoir des interventions au cours de la nuit. C'était pas toujours au cours de la nuit, mais enfin c'était celles dont on se rappelle évidemment. Et puis ensuite c'était les stimulations par d'autres produits qui sont toujours d'actualité, qui durent depuis 20 ans avec quelques variations selon qu'ils proviennent des urines ou selon qu'ils proviennent d'une méthode recombinante. Oui, parce que vous savez que donc, les femmes ménopausées fabriquent beaucoup de FSH et de LH à partir de leur hypophyse, qui n'est pas freinée parce que leurs ovaires ne fonctionnent plus. Donc elles inondent leur corps de FSH et de LH. Et les Italiens, et le pape en particulier, a béni le fait que l'on prélève chez les bonnes sœurs ménopausées les urines pleines de FSH et de LH pour qu'on les extrait et qu'on utilise ces médicaments pour stimuler les femmes infertiles. C'était quand même une bonne action. Et ça a été le début, effectivement, des stimulations de l'ovulation jusqu'à que le produit Enfin, le mode de recueil reste toujours le même pour une grande part, ou bien il peut être recombinant avec les moyens modernes. Alors donc on a découvert ce qu'était un ovocyte, que vous voyez sur votre droite. Et puis là, vous avez les premiers stades de la fécondation, avec les deux noyaux que vous voyez qui se fécondent. Et vous avez ici 2 cellules, 4 cellules. Donc le phénomène qu'on a compris, évidemment, à ce moment-là, enfin, c'est que nous sommes tous faits de 46 chromosomes, toutes nos cellules, et que pour refaire un individu, eh il faut éviter de refaire 46 plus 46 parce que ça donne des anomalies. Donc il y a une division qui doit se faire, ce qu'on appelle la méiose. Et ce qui va donc aboutir, vous voyez les 2 petits globules ici. Et ça va permettre donc, le premier en tous les cas, va permettre à l'ovocyte de 46 de se présenter devant le spermatozoïde ou vice-versa, je ne sais pas qui se présente devant l'autre, mais après avoir mis 23 chromosomes de côté pour que 23 et 23 reconstituent les 46. Donc nous avons un développement, je dirais, qui est un peu trop joli d'ailleurs, qui aboutit au stade de blastocyste. Je m'arrête un instant sur le stade de blastocyste, qui est donc après 6 jours de culture, où vous avez ici, donc vous avez ici ce qu'on appelle le bouton embryonnaire, ici donc les cellules qui vont donner le placenta, ce qu'on appelle le trophoblaste, et ce qui va être la cavité amniotique. Et ici, on y reviendra peut-être dans les discussions, dans cette zone, il y a les fameuses cellules souches qui vont donner toutes les cellules de l'organisme ultérieurement. En fait, l'ovocyte, il est entouré d'une membrane pellucide qui va maintenir sa cohésion pendant 6-7 jours. Et il ne va pas grandir. Toutes les divisions qui se passent à l'intérieur de ce même dixième de millimètre. Par contre, vers le 6e, 7e jour, il y a une ouverture de cette membrane pellucide. Et en fin de compte, de même qu'il y a un petit poussin à l'intérieur de l'œuf, la coquille de l'œuf se rompt et, je dirais, l'œuf va sortir pour s'implanter, bien qu'il semble perdu dans une grande vastitude. Il va s'implanter et passer sous l'endomètre pour tisser les premiers liens de la circulation avec l'organisme maternel. Donc pendant 6 jours, en fin de compte, l'embryon humain va certes être imbibé parce que cette membrane est poreuse, mais ne va pas s'accrocher. Il va faire le chemin de la fécondation de la trompe jusqu'à l'utérus, trouver pendant 2-3 jours l'endroit adéquat pour se nidifier. Et nous, lorsque nous réalisons la fécondation in vitro, nous le mettons à ce stade ou au stade d'avant, et il va rester aussi 2 jours avant de s'implanter. J'accélère un petit peu. Donc, je disais, la première naissance de Louise Braun, qui a été quand même un coup d'éclat, il faut bien le dire, un coup d'éclat au sens où les gens ne s'y attendaient pas. Et il se trouve que j'étais au congrès de Venise lorsque l'annonce officielle a eu lieu, et que je dois dire que vraiment, disons qu'il y avait 1000 gynéco-obstétriciens là, qui étaient là et qui ont découvert la réalité donc, de cette naissance à ce moment-là. Et je dois dire qu'à peu près 95% des gens qui étaient là n'y croyaient absolument pas, pensant que ce n'était pas possible. Donc, ensuite, il y a le groupe des pionniers qui va faire dans différents pays les premières naissances, et puis on va avoir plusieurs étapes. D'abord, l'étape du don d'ovocytes, qui est assez vite réalisée par les Australiens,
qui considère qu'effectivement, il est possible de prendre des ovocytes d'une autre femme, de les féconder et de les transférer l'embryon. Et ça, c'est un phénomène immunologique passionnant, puisque normalement, vous savez que tout ce qui est étranger est rejeté par l'organisme, et sauf évidemment avec la grossesse où il y a une tolérance maternelle tout à fait particulière. Et donc là, c'est non seulement un embryon avec déjà un étranger qui est toujours ce qui provient du spermatozoïde, mais là un côté étranger qui est d'une autre femme qui va être toléré. Et c'est vrai que les premières naissances, les premières césariennes qu'on a faites pour don d'ovocytes, où en passant la main, on voit qu'il n'y avait pas d'ovaire, parce que c'était le cas, ces indications, c'était assez troublant, hein, bien entendu. Et maintenant, c'est devenu... Voilà. Et puis, aussi, les travaux de la cryoconservation ont abouti, c'était déjà connu chez l'animal, la congélation embryonnaire, mais là aussi, les Australiens se lancent avec... enfin, il y a d'une part une équipe de Hollande qui débute une première grossesse, mais qui n'aboutit pas, et la première naissance est australienne, et elle a lieu en 84, donc d'un premier enfant qui est né après embryon congelé. Donc vous voyez que les choses s'accélèrent. Et pour reprendre un petit peu l'histoire, eh bien, d'abord, les toutes premières prélèvements d'ovocytes se faisaient par la parotomie. Ensuite, c'est par célioscopie. Et à force de faire des célioscopies sous anesthésie générale, ça c'est Patrick Treptow qui œuvre, on faisait des anesthésies locales. Et vous voyez comme elle est contente, elle nous sourit alors qu'elle a les banderilles qui sont plantées, parce que nous faisions des anesthésies locales pour voir juste aller très vite, voir l'ovule, mettre une aiguille et se retirer. Parce qu'évidemment, comme ça ne marchait pas, on les reprenait tous les 2 mois. Bien, et puis l'échographie va arriver, l'échographie qui va permettre d'abord de faire des recueils par voie abdominale, en passant au travers des anses grêles, donc pas très safe, hein, pas très tranquille. Ensuite, on va avoir par un monsieur qui s'appelle Personne, c'est un nom prédestiné, quoi, mais on s'en souvient, il fait la transvésicale, c'est-à-dire qu'on va rentrer par un cathéter de Follet, quoi, une sonde vésicale, on rentre une aiguille, et on traverse, et on voit très bien avec une sonde abdominale, on voit très bien l'aiguille, et on va traverser la vessie pour aller ponctionner les ovaires. Bon, comme il y a eu quelques hématuries et tout ça, et l'équipe de Strasbourg va proposer la voie transvaginale. Alors la voie transvaginale, vous voyez la sonde d'échographie, l'ovaire est juste derrière normalement, et on va pouvoir donc mettre une aiguille à l'intérieur, et sous anesthésie locale, anesthésie générale, on va ponctionner ces follicules et essayer de recueillir les ovules. Les embryons, vous les avez vus tout à l'heure, c'est l'image donc de développement. On les met dans un petit tube en plastique, un cathéter, et on va les replacer sous échographie, où on va voir, si vous voulez, le cathéter avancé, la goutte, on ne voit pas les embryons, mais on voit la goutte de liquide qui contient les embryons. Alors bien sûr, il y a eu tout un travail qui a été fait par les biologistes pour ces fameux milieux de culture. On est parti, il y a eu plusieurs essais, en particulier Yves Ménézeau en France, a beaucoup travaillé pour fabriquer le fameux milieu de B2, qui était le premier milieu. Il y a eu d'autres développements. Maintenant, il y a toute une industrie et on n'est pas encore en fin de course, puisqu'il y a sûrement les conditions de culture au laboratoire sont bien entendu la clé du développement de la fécondation in vitro. On y reviendra. C'est une association clinico-biologique, biologico-clinique et aussi une approche psychologique importante comme action. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, ce qu'on souhaite, c'est qu'un embryon qui soit replacé s'implante dans, on va dire, 35 à 40% des cas. C'est à peu près, ça dépasse presque le phénomène naturel. Et donc, ce n'est pas 100%. Mais voilà l'objectif. Pour cela, eh bien, il ne faut pas prendre n'importe quel patient, n'importe quelle patiente. Et en particulier, vous le verrez tout à l'heure, l'âge va jouer énormément. Donc il ne faut pas le proposer à tout le monde et dans toutes les circonstances. Les cliniciens et les embryologistes doivent être formés, doivent être validés. Et les protocoles de travail des différents, je dirais, de stimulation ou bien du sperme et des ovocytes et des embryons doivent être faits avec les milieux que j'évoquais. Alors aujourd'hui, si vous voulez, quand on regarde les résultats, par exemple, qui ont été publiés dans le monde, on s'aperçoit qu'on a quand même énormément, puisqu'il y a au moins, on estime à 200 000 le nombre de tentatives qui sont pratiquées, sans compter les congélations et sans compter les ICSI.
Donc rien qu'en France, on en est à 60 000, donc je ne pense pas qu'on ait d'ailleurs de résultats parfaitement à jour. Il n'y a pas un pays, à peu près, il n'y a pas un pays qui ne pratique pas de fécondation in vitro, de la Mauritanie je veux dire, en Jordanie où ils sont 17 centres, en Chine où il y a une quarantaine de centres, et en Afrique où il y a 25 centres. Alors, la fécondation in vitro, donc, c'est la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, mais très rapidement se sont développées des techniques particulières. Celle qu'on appelle l'ICSI, qui, comme vous le voyez ici, permet de mettre des spermatozoïdes soit éjaculés, soit prélevés carrément au niveau du testicule, de les mettre de force dans l'ovule, qui est maintenu par une pipette ici. Et ça, c'est valable pour les hommes qui ont très très peu de spermatozoïdes, ou ceux pour lesquels on va chercher les spermatozoïdes. Donc c'est vrai que la stérilité masculine n'était pas tout à fait à l'ordre du jour. Elle est venue 10 ans après ce premier succès. Elle voulait être traitée, mais elle ne réussissait pas. À peu près la même année, d'ailleurs, une autre technique importante, qui est la technique de diagnostic préimplantatoire, qui consiste à faire un orifice à l'embryon, à prélever une ou deux cellules pour analyser leur contenant génétique, et qui va ouvrir donc la fécondation in vitro à des indications génétiques. On n'est plus dans un phénomène d'infertilité, on est dans un phénomène de risque de transmission de maladies génétiques. Donc on va pouvoir regarder différents types de maladies, mais on y reviendra ce soir, sur la trisomie en particulier, ou d'autres anomalies chromosomiques, ou surtout des diagnostics d'anomalies de biologie moléculaire. Autre technique particulière, la congélation d'ovules. On savait faire la congélation de spermatozoïdes, la congélation d'embryons. En fait, on s'est exercé à la congélation d'ovocytes, ça fait assez longtemps, puisqu'on rapporte en 86 la première naissance, et puis la vitrification depuis 99. Mais en fait, la pratique n'a pas vraiment pris. Elle n'a pas vraiment pris jusqu'à ces dernières années, des toutes dernières années, où la technique de vitrification semble, en tous les cas pour l'ovocyte, donner des résultats intéressants qu'il faut encore vérifier, et pour lesquels, malheureusement, en France, nous ne pouvons pas encore le pratiquer, car il y a un blocage de nos autorités de tutelle qui n'arrivent pas à prendre une décision et qui ne savent pas ce que c'est que la recherche, l'innovation et, je dirais, la pratique. Mais on reviendra aussi peut-être sur cette thématique-là. Les techniques particulières qui n'existaient pas au tout début, c'est la préservation de la fertilité. En effet, avec les femmes jeunes qui peuvent avoir un traitement anticancéreux, une chimiothérapie pour Hodgkin ou d'autres anomalies de ce genre, vont guérir pour la plupart, fort heureusement, et vont vouloir ultérieurement avoir des enfants. Mais elles auront, du fait du traitement, la radiothérapie ou du traitement chimiothérapique, un peu bousillé leur fonction ovarienne. Donc on peut prélever les ovocytes si on sait faire la congélation, congeler des embryons s'il y a un monsieur à l'horizon et qu'ils acceptent de projeter pour quelques années cette possibilité. On peut aussi congeler du tissu ovarien et le réimplanter ensuite. Alors là aussi, c'était quand même assez énigmatique. Peu de gens y ont cru. Donnez, le premier, a fait, vous voyez, a prélevé un ovaire, a créé au sein du péritoine une petite poche, et 3 ans après, cet ovaire qui avait été, une partie d'ovaire qui avait été congelée, a été réimplanté, a redéveloppé un follicule et a donné lieu à une naissance. Là aussi, la première réaction, vous savez, souvent, c'est le côté dubitatif des choses, alors que je pense qu'il faut au contraire essayer de voir, de voir ce qu'il en est. Aujourd'hui, il y a 11 grossesses dans le monde, c'est pas encore beaucoup, mais si on prend la situation en France, sur 2 tentatives de réimplantation qui ont eu lieu, il y a 2 grossesses et 2 accouchements, parce que donc il y a beaucoup de congélation, mais il n'y a pas beaucoup de réimplantations qui ont été faites, et parmi celles-ci, voilà, 2 sur 2, vous me direz, voilà, il faut bien un début, en tout cas, visiblement, nous sommes dans une situation où il est maintenant indispensable que des femmes jeunes qui vont avoir un traitement de chimiothérapie en particulier qui risque d'altérer leur fonction ovarienne, on leur propose, de même qu'on propose aux jeunes garçons, je dirais, de garder le spermatozoïde, il faut qu'on puisse leur garder aussi leur fertilité. Une autre situation particulière,
c'est la maturation in vitro, c'est-à-dire c'est une situation, la situation particulière, c'est plutôt que 5 à 10% des femmes ont ce qu'on appelle des ovaires polykystiques, c'est-à-dire, vous voyez, qu'elles fabriquent spontanément beaucoup de follicules qui ne sont pas, qui ne viennent pas à maturité, qui s'accumulent comme dans un sac de billes. Et donc, si on donne un traitement de stimulation, eh bien, on a un risque d'hyperstimulation et de complications. D'où l'idée de prélever avant même la fin du cycle, des ovocytes qui sont encore tout recroquevillés sur eux-mêmes, de les maturer pendant 24 heures, donc on fait en 24 heures ce qui se fait en plusieurs jours dans l'organisme, de telle sorte qu'ils vont faire justement cette fameuse méiose dont je vous parlais tout à l'heure, et qu'on va pouvoir féconder 24 heures plus tard. Donc un stade de maturation, puis une fécondation et un transfert 2 jours, 3 jours plus tard. Cette technique n'est pas très diffusée encore en France, elle est pratiquée. Il y a des cultures, des phénomènes culturels. Les pays nordiques pratiquent la maturation in vitro. Certains centres en France, dont le nôtre, pratiquent la maturation in vitro. D'autres, à Lyon aussi d'ailleurs. Et c'est une technique qui va se diffuser pour des indications particulières. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation réelle? Vous voyez qu'en 2007, il y avait 106 centres en France, 120 000 tentatives si on associe également la pratique des stimulations de l'ovulation avec insémination. Il y a eu 50 000, il y a aujourd'hui 60 000 cycles de fécondation in vitro, dont la moitié, au moins la moitié, sont des ICSI, un développement important de la pratique de l'ICSI. Le don d'ovocytes, vous voyez que 696 tentatives, c'est très peu, parce que là, ça pose le problème de la réalité, la possibilité, bien qu'il soit autorisé, du don d'ovocytes en France, parce qu'il n'y a pas de donneuses, il n'y a pas suffisamment de donneuses dans le cadre qui a été défini, d'un cadre anonyme et non rémunéré. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de donneuses, d'où ce tourisme médical sur lequel nous reviendrons sans doute et sur lequel le don d'ovocytes est peu pratiqué, bien qu'il y ait des demandes. Donc, vous voyez qu'en fin de compte, sur les 800 000 enfants qui sont nés, 20 000 proviennent de l'AMP, dont 12 000 de la fécondation in vitro. C'est peu et c'est beaucoup. Et lorsque l'on regarde, par exemple, les résultats de notre centre, évidemment, il faut tenir compte de l'âge. Vous voyez que sur 1800 tentatives, nous allons chuter énormément en termes d'accouchement par ponction. Nous allons passer de 47 à 19% en fonction de l'âge. Donc c'est un phénomène qui reste incontournable dans une société qui évolue, puisque le premier accouchement, c'est 30 ans. Donc les demandes de traitement, ça va être déjà à 34 ans. Et le deuxième enfant, on est à 38 ans. Et très vite, même, on est à la demande autour de 40 ans, ce qui accentue la demande médicale d'une part. Donc elle ne va pas diminuer, elle va même augmenter. Par contre, malheureusement, nous n'avons pas une réponse aussi satisfaisante qu'on le voudrait. Alors, la fécondation in vitro, eh bien, en même temps qu'elle a débuté, je dirais, en même temps, il y a eu une réflexion éthique, puisque à l'époque, le président, qui était François Mitterrand, a tout de suite créé le Comité national d'éthique en 83, naissance d'Amandine 82, qui avait justement pour but de réfléchir à tous les phénomènes qui pouvaient découler de cette pratique. Le Comité national d'éthique, donc, qui comprend 40 membres, qui au début n'était pas très renouvelé, mais qui maintenant a une structure beaucoup plus démocratique, on va dire, de renouvellement, et qui avait pour but de donner une réflexion libre, comme doit être l'éthique, bien entendu, ce qui ne veut pas dire que tout ce que dit le Comité national d'éthique doit être transcrit dans la loi. Il y a un passage entre l'éthique au droit. Et il y a eu en même temps une réflexion quand même pour passer à la loi. Alors les premières réflexions, c'était dans les années 80. La première réunion à l'Assemblée nationale, c'était novembre 92, la première discussion d'une loi de bioéthique dont la première proposition oubliait tous les problèmes un peu aigus, comme l'anonymat, comme le don, je dirais en particulier, comme même la congélation. Mais au fil et à mesure que les discussions ont eu lieu pour aboutir à la première loi de 94, un cadre a été fixé. On a été le premier pays en France, d'une part, avoir le Comité national d'éthique, donc qui émet des idées qui ne sont pas forcément transcrites, et d'autre part, de mettre un cadre légal. Alors, il y avait des gens qui étaient contre tout cadre légal, et il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de cadre légal comme ça, de ne faire que des guides de bonne pratique faits par les professionnels, lesquels existent aussi. Et comme vous le savez, comme l'a donc suggéré Emmanuel Hirsch,
la loi de bioéthique devait être révisée au bout de 5 ans, l'a été au bout de 10 ans, donc parce qu'il y a eu beaucoup de retard, il y avait des oppositions, enfin il y a eu beaucoup d'histoires, en particulier, juste une parenthèse, entre le diagnostic préimplantatoire avait été voté en 1994, mais comme vous le savez, il y a d'une part les lois, et ensuite il y a les décrets d'application. Et vous ne pouvez pas pratiquer tant que les décrets ne sont pas promulgués. Et donc la loi de 1994, il a fallu attendre un changement de gouvernement en 1999 pour que les décrets qui étaient mis sous le boisseau sortent et donc permettent de faire les premières DPI tout de suite en 1999 avec la première naissance en 2000. Donc ça montre, si vous voulez, l'intrication des avancées techniques, des propositions qui peuvent être faites, des réflexions éthiques, de l'application politique et pratique. Donc, effectivement, il y a une révision de la loi, la 3e révision est en cours, et avec incontestablement une volonté pour qu'il n'y a plus d'étapes qui sont constamment dépassées, parce que même, si vous voulez, 2004 plus 5, ça fait 2009, on est déjà en 2010, on a déjà pris une année de retard. Donc si le premier préambule, c'est de dire que la loi va être révisée tous les 5 ans et que ce n'est pas réalisé, ça montre évidemment le peu de confiance que l'on peut faire à tout ce qui peut être loi. Néanmoins, la loi, elle peut être perçue comme un cadre qui définit ce qui est possible, ce qui est autorisé, et bien sûr aussi ce qui est interdit, bien entendu. Alors, le point fort de l'année 2004 est une création à laquelle d'ailleurs Pierre Joannet, sur l'idée, a beaucoup participé, qui a été la création de l'agence de biomédecine liée avec l'agence des greffes qui préexistait jusqu'alors, et de créer donc un organisme de gestion, je dirais, de tous ces phénomènes, toutes ces approches. On peut voir aujourd'hui quel est le bilan. Il a des côtés positifs, incontestables, c'est-à-dire d'abord de savoir qui fait quoi et où. Ça met un peu de temps et la transparence n'est pas encore parfaite, mais quand même il y a une avancée là-dessus. Et puis des côtés négatifs, en particulier sur la thématique que j'évoquais tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, avec, si vous voulez, l'agence de biomédecine, l'AFSAPS, les lois, je pense franchement que de faire la fécondation in vitro telle que nous l'avions fait dans les années 80, ça serait tout à fait impossible. Donc, je dirais, il faut en même temps trouver quelque chose qui équilibre et qui permette d'avoir une transparence de ce qui se fait, mais aussi éviter les lourdeurs. Et l'exemple que j'évoquais sur la vitrification qui nous autorise pas aujourd'hui à avancer en France, et peut-être un des exemples, et il y en a d'autres, des thématiques plus aiguës comme la recherche sur l'embryon en est une autre, qui montre qu'il faut toujours jongler, n'est-ce pas, entre le besoin de transparence et en même temps le besoin de contrôle, et le fait que ces contrôles et ces nécessités réelles n'aboutissent pas à un frein de la pensée, de l'innovation et du progrès, même si tout ce que l'on découvre ne doit pas forcément être réalisé. Voilà, je vous remercie de votre attention, mais auparavant, deux jostes, peut-être quand on refera ça dans quelques années, on parlera de l'utérus artificiel, quoique, hein, c'est un très beau livre que je vous conseille, de Atlan, qui est un petit livre assez passionnant sur le plan intellectuel, mais sur la réalisation, je crois vraiment, je doute vraiment que, là par contre, là je doute de sa possibilité de réalisation. Les gamètes artificiels, puisque les cellules souches sont à l'origine de toutes les cellules de l'organisme, bien sûr qu'elles vont fabriquer également des spermatozoïdes et des ovocytes, et ça a déjà été fait chez l'animal. Et là aussi, là c'est pas le passé, là c'est l'avenir. Et ça évoque donc d'autres possibilités. Juste vous mettre ça en mémoire. On dit quand est-ce que commence la vie? En fait, c'est pas ça. Parce que la vie, ça dépend à quelle échelle on se met. Il y a l'échelle cellulaire, même l'échelle moléculaire, même l'échelle de l'atome. La vie, elle existe avant et elle existe après. N'est-ce pas? Même après la mort, il y a la vie. Nos cellules produisent des atomes qui vont se recomposer. Par contre, quand commence la personne humaine? Ça, c'est le vrai débat. Quand est-ce que commence la personne humaine? Est-ce qu'un embryon est une personne humaine? Je pose juste et je passe rapidement parce que toute la journée ne suffirait pas, bien sûr. Est-ce que c'est dès la fécondation? Est-ce que c'est dès l'implantation? Est-ce que c'est au moment de l'apparition du système nerveux central? Est-ce que c'est au moment de la viabilité?
je dirais, et donc au moment de la naissance. Voilà donc les questions qui sont posées et qui vont à chaque fois impacter énormément l'autorisation de faire ou de ne pas faire, selon qu'on considère que l'embryon est entre choses et personnes, ou bien qu'il est déjà une personne. Vous savez que c'est la position de certaines religions, et surtout de l'Église catholique, certaines, enfin du Vatican en tous les cas, et d'autres qui voient des stades plus différés, n'est-ce pas, de l'arrivée de la personne humaine. Mais voilà, c'est aussi un vaste débat. Je vous ai brossé un peu rapidement. Donc, les débats tels que ceux-là, ce que je vous propose à la fin, eux, ils sont permanents. Ils sont permanents. C'est-à-dire qu'on retrouve dans le 2e, 3e siècle après Jésus-Christ des écrits extrêmement importants des grands maîtres de l'Église, comme Tertullien, comme saint Thomas d'Aquin, comme Nicée d'Alexandrie, qui n'arrêtent pas, si vous voulez, de discuter justement quand est-ce que l'âme arrive dès la fécondation. Enfin, ils ne partent pas dès la fécondation parce qu'ils ne connaissent pas la fécondation en tant que telle, mais où est-ce qu'elle est différée avec la personne humaine. Donc c'est quelque chose qui est permanent, même si les techniques évoluent, les questions éthiques demeurent. Merci de votre attention.